C'est bon? Ah, le micro activé chez nous? Le micro activé. Ok, je pense que tous les panélistes sont là, tous nos experts sont là.
On a voulu laisser passer un peu le temps pour attendre d'autres participants, mais là, il est 14h05 et on va devoir le lancer. Bon, je vais introduire notre activité. Chers participants, bonjour, bienvenue sur cette plateforme ECHO du ministère de la Santé pour échanger sur l'animation par morsure de serpent. Cette affection est classée maladie en tout cas négligée depuis 2018. Au Cameroun, on dénombre une dizaine de milliers de cas. Les micros sont éteints. Ok, c'est bon. Au Cameroun, une dizaine de milliers de cas sont notifiés chaque année de façon passive à travers notre DHIS2 pour 100 à 150 décès, soit une létalité globale de 1 à 1,5%. La problématique principale ici reste l'accès rapide aux antivénins efficaces, surtout pour la couche de la population qui vit en zone rurale, ce qui peut donner du crédit aux nombreuses études qui situent cette mortalité à plus de 1000 décès par an dans notre pays. Pour le débat cet après-midi, nous avons, conformément à l'agenda partagé depuis plusieurs jours, plusieurs des experts qui vous entretiendront sur les aspects portant sur l'épidémiologie, en passant par la clinique jusqu'à l'épineuse question de la disponibilité d'antivénins. Ainsi, comme vous le voyez si bien dans l'agenda qui vous est proposé, Dr Tatjana Ndekesi, médecin experte, médecin épidémiologiste, experte, va vous entretenir sur l'herpétologie, l'herpétologie et l'épidémiologie des envenenations par morsure de serpent. Elle y travaille depuis près de 5 années maintenant. Suivra ensuite une petite présentation sur les manifestations cliniques. Ça sera fait par Dr Changwa, qui a une expertise acquise en tant que point focal d'un projet conjoint Mi-Santé Kotoko à Touboro, c'est un district de la région du Nord. Après une brève interruption qui donnera lieu à des questions-réponses, nous continuerons nos échanges par la présentation du Dr Jeffak, qui est un expert consultant sur les projets de formation sur l'animation par morsure de serpent. Il y a de nombreux collègues qui sont connectés alors qu'ils vont se connecter, qui le connaissent bien, pour avoir sillonné le terrain à travers cette formation. Enfin, nous aurons la présentation du Dr Noumen Francis, entrepreneur pharmacien, expert des questions en approvisionnement en antiveineux en Afrique et au Cameroun en particulier, et qui est également très impliqué dans la formation de nos personnels sur le terrain. Il est un partenaire stratégique pour le ministère de la Santé, notamment sur les questions d'abord d'approvisionnement en antivénins efficaces, mais aussi en formation du personnel. À date, près de 1100 personnels ont déjà été formés à travers les formations qu'il déroule dans tout le pays. Les régions qui en ont le plus bénéficié sont celles du septentrion nord, extrême nord et Adamawa. Et quant à moi, qui commodérerai cette session, je suis Dr Georges Kouaïssi, je suis sous-directeur en charge de la coordination des programmes MTN. Dr Armand Kouetche, expert international, consultant international sur les questions d'amélioration par morsure de serpent, président de l'association des épidémiologistes du Cameroun, commodérera cette session avec moi. Sans plus attendre, nous allons passer la parole pour 9 minutes, essayer d'être assez concis et de rester sur le temps. Donner la parole à Dr Tatjana Ndekesi pour le premier exposé de cet après-midi. Merci. Dr Tatjana, à vous. Merci, Dr Ko. Bon après-midi à tout le monde. Est-ce que je peux avoir la main pour le partage d'écran, s'il vous plaît? Alors.
Je ne sais pas si on voit mon écran. Pas encore, pas encore. Oui, oui, on voit l'écran. Ok, d'accord. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Alors, tout le plaisir pour moi de partager avec vous cet après-midi sur les pathologies et l'épidémiologie des morsures de serpents au Cameroun. C'est une thématique qui est un problème de santé publique à l'échelle globale aujourd'hui, avec des envenimations qui touchent aussi bien les sujets humains que l'animal. On estime à plus de 5 millions de personnes dans le monde entier qui sont mordues chaque année et plus de 2 millions de cas d'envenimation rapportés. Des décès pourtant évitables à la suite de ces envenimations. Plus de 137 000 personnes décèdent chaque année à la suite de morsures. Donc, un phénomène ou un incident qui a des conséquences socio-économiques non négligeables, aussi bien chez l'homme que chez l'animal, qui peuvent néanmoins être adressées si on améliore la disponibilité en sérum antivénimeux qui sont la solution pour la prise en charge. Lorsque cette sérothérapie n'est pas disponible, on enregistre néanmoins des complications à type d'amputation et d'incapacité qui font des envenimations par morsure de serpent une vraie problématique de santé publique. Alors, les continents les plus touchés sont notamment l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. L'Asie, surtout, avec plus de 2 millions de cas rapportés chaque année. En Afrique, on enregistre plus de 500 000 cas de morsures et plus de 32 000 décès. Les victimes, ce sont surtout les populations des zones rurales, agriculteurs, avec une létalité qui est nettement supérieure dans la population des enfants comparativement aux adultes. Donc, les envenimations par morsure de serpent sont un autre serpent de mer, on va le dire, pour nos systèmes de santé qui sont faibles et avec des personnels de santé pour la plupart pas complètement formés à l'utilisation rationnelle des antivénimeux, mais aussi des données statistiques qui sont pour la plupart sous-estimées et les morsures qui sont faiblement rapportées dans notre contexte. Un recours assez fréquent à la thérapie ou à la médecine traditionnelle qui n'a pas toujours montré son efficacité. Alors, du chemin déjà parcouru au Cameroun dans le cadre de la réponse aux envenimations, avant les années 2015, c'était une maladie vraiment négligée, un peu marginalisée. L'année 2015 marque un tournant décisif dans la réponse au niveau national. D'abord avec le départ de notre collègue médecin qui avait été mordu par un serpent venimeux dans le district de santé de Poli au nord et la mise en place du système de surveillance passive des envenimations des morsures de serpent, autant pour moi, dans le cadre de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. En 2016, le ministère mettait en place un projet pilote de surveillance active des envenimations, surtout dans la région du Nord où on enregistrait le plus grand nombre de cas. Et en 2017, les morsures de serpent et envenimations sont classées maladies tropicales négligées par l'OMS, ce qui va venir booster substantiellement les actions de lutte aussi bien au niveau national qu'à l'échelle globale. Alors, une réponse globale qui s'articule dès 2019 avec un paquet de soins compréhensifs pour adresser la prévention et le contrôle des envenimations, avec comme objectif majeur de pouvoir réduire les décès et les incapacités de 50% à l'horizon 2030. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, 2030 n'est plus très loin. Donc, pour rester en compliance des actions prioritaires visant à réduire la charge de cette affection. Je pense que cette session éco qui adresse le renforcement des capacités du personnel de santé rejoint vraiment l'axe pilier numéro 3 de la réponse qui est recommandée, à côté de l'éducation des patients, de la standardisation des soins, mais aussi de la recherche épidémiologique, qu'il s'agisse des évaluations d'impact de sérothérapie ou de nouvelles thérapies
pour la réponse aux envenimations par morsure de serpent. Alors, que dire de cet animal mythique? On se souvient bien des boïdés qui sont apparus déjà au Niger il y a plus de 115 millions d'années. On se souvient même dans la Bible de l'histoire du pharaon Ménès avec les serpents. Donc, c'est un animal assez mythique qui est classé dans la famille des reptilia, l'ordre des squamata et plusieurs sous-ordres et infra-ordres, plusieurs familles également. Nous n'allons pas nous encombrer de ces mots assez compliqués, mais surtout nous appesantir sur quelques espèces et familles qui sont d'un intérêt clinique parce que responsables de la plupart des morsures que nous aurons en milieu hospitalier, ce sont les colubridés, les élapidés et les vipéridés. Alors, la classification des serpents sur le plan de leur dentition, on va retrouver 5 grands groupes. Les serpents qui sont à glyphes, donc qui n'ont pas d'appareil de crochet, pas d'appareil venimeux. Ce sont les boas, les pitons. Donc, ils n'entraînent pas d'envenimation. Ce sont des morsures, ce sont des serpents qui sont non venimeux. On a les opistoglyphes, comme crochet postérieur, que lors de classification, donc ils sont également non venimeux. On n'a pas contre les opistodontes qui ont des crochets postérieurs et un venin qui peut migrer le long des dents et donc entraîner une envenimation. Les protéroglyphes, c'est essentiellement les cobras qui ont des crochets fixés à l'avant. Et enfin, les solinoglyphes qui regroupent généralement les vipères qui ont, on voit ces longs crochets qui sont amovibles, donc ils peuvent se déplacer pour le sujet qui va être mordu avec ces crochets amovibles. Alors, une classification également selon le syndrome clinique. Vous entendrez parler des syndromes cobraïques, généralement observés avec les cobras, les najas et également certaines espèces de mamba qui vont entraîner sur le plan clinique un syndrome, essentiellement un syndrome neurologique. Je pense que le Dr Achaga reviendra au détail là-dessus. Et vous entendez également parler du syndrome vipérin, qui est surtout dû aux vipères, aux serpents à sonnette, etc. Alors, que dire de l'écologie des serpents au Cameroun? On a un pays qui a une très grande biodiversité en espèces venimeuses. Je nous invite à lire cet article de Gouraud et collaborateurs sur la répartition biogéographique des serpents venimeux au Cameroun, avec plusieurs habitats, 31% dans la forêt, 26% dans la zone forêt et savane, 22% dans la zone sahélienne et 21% des serpents venimeux seront retrouvés dans des habitats multiples. Donc, de cette étude, il se dégage que 22% des serpents retrouvés dans notre environnement sont des espèces venimeuses. On comprend pourquoi parfois les thérapies traditionnelles qui sont mises en œuvre semblent marcher. Donc, il faut dire qu'on a 78% de morsures qui sont des morsures blanches et qui ne vont pas entraîner d'envenimation chez le patient. La région du sud-ouest Cameroun est celle qui a la plus grande diversité en espèces venimeuses. Mais on va voir avec les données épidémiologiques qu'il y a très peu de cas de morsures qui sont rapportés, même de décès. Il y a donc lieu de s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas des habitudes, en particulier dans cette communauté, qui pourraient expliquer cette faible létalité et également ce faible taux d'attaque. On remarque également une forte densité de l'espèce Equus cellatus dans les régions de l'extrême nord et du nord Cameroun. C'est une espèce qui est venimeuse et qui est responsable de près de 85% des envenimations que nous enregistrons dans cette région-là. Alors, la famille des colubridés, juste vous présenter quelques espèces ici que nous allons le plus souvent retrouver. Cause de morsure, le boomsland est retrouvé dans les zones de savane. Au nord-ouest et dans le plateau de l'Adamawa, il va entraîner généralement un syndrome hémorragique. Le serpent liane qu'on retrouve surtout dans les zones forestières, les plantations, c'est un serpent qui n'entraîne pas une envenimation fatale, mais une morsure qui est très souvent douloureuse. Et le toxicodrias, qui est une espèce arboréale qu'on va retrouver surtout dans les plateaux de l'Adamawa et du sud-ouest, avec un dimorphisme sexuel,
Ici, en image, on voit la femelle qui est blanc-marron, mais le mâle est blanc-jaune. Dans la famille des Vulapidés, en tête de liste, le cobra des forêts, Nadja, qu'on retrouve surtout dans la partie sud du pays. Il est friand des milieux humides et va entraîner un syndrome neurotoxique. Le cobra cracheur, qu'on va retrouver surtout dans la zone de savane du pays, dans les régions de la Damawa du Nord. C'est une espèce qui est très abondante en proximité des habitations et qui a ce potentiel de pouvoir projeter le venin dans les yeux. Et enfin, le mamba, que beaucoup connaissent, c'est une espèce semi-arboréale qu'on va surtout retrouver dans les terres humides et c'est l'espèce la plus rapide. Dans la famille des vipéridés, on a le Bitis gabonica qu'on va retrouver surtout dans les galeries forestières et la zone de savane également. C'est une espèce qui est lourde et se déplace lentement. Et sa cousine, le Bitis arientas, qu'on retrouve également dans la zone de savane, qui souffre violemment et qui mord très facilement. Et enfin, la vipère sahélienne dont on parlait tout à l'heure, Ekis, qui est très abondante dans les régions de l'extrême nord et du nord. Alors, il est important de connaître l'écologie de ces animaux pour mieux comprendre et orienter également la réponse. Et lorsqu'on regarde sur les résultats des enquêtes épidémiologiques qui ont pu être menées aussi bien en milieu hospitalier qu'en milieu communautaire, on peut voir qu'il y a une incidence annuelle de morsures qui est très importante dans la région en particulier de l'extrême nord du Nord Cameroun, avec des taux de létalité qui avoisinent les 5%. La plupart des patients qui se présentent dans les formations sanitaires des heures après la morsure, ce qui ne facilite pas la prise en charge et l'éviction des décès et des complications. Alors, le système de surveillance des données passives concernant les morsures de serpent a vraiment évolué depuis les années 2015. On peut voir qu'on est passé de plus de 2500 cas de morsures avec 43 décès rapportés en 2015 à plus de 8000 cas dans les années 8000 cas, 140 décès dans les années 2020. Donc, des efforts à saluer. Nous présentons ici sur cette carte la répartition des cas de morsure en bleu. Vous avez les points en bleu qui représentent les cas de morsure et les points en rouge qui représentent les cas de décès. On peut voir clairement se dessiner ici 4 grands foyers dans les régions de l'extrême nord, dans les régions du nord. Je pense qu'on voit mon curseur. Ici, l'extrême nord, le nord, et ici, les régions de l'ouest et du nord-ouest. Les régions du centre et du sud qui ne sont pas épargnées et aussi la région de l'Est Cameroun. Sur le plan national, en 2012, un nombre cumulé de morsures rapporté à plus de 9000 et 113 décès, soit un taux d'attaque de 440 et 1,2 pour ce qui est du taux de létalité. Une figure qui est quasiment similaire en 2023, autant pour moi, avec ces mêmes foyers actifs où sont les plus grands nombres de cas sont rapportés, mais surtout les cas de décès qui sont le plus souvent enregistrés dans les régions septentrionales. Donc, les enquêtes cliniques menées également dans les régions du Nord Cameroun nous ont montré que ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Ce sont des morsures qui surviennent le plus souvent la nuit, en journée autant pour moi, lorsque les personnes sont engagées dans des travaux champêtres. La saison champêtre qui est une saison de haute morsure, juillet à septembre, et il importe de tenir compte de ces paramètres pour également renforcer aussi bien le plateau technique et améliorer la disponibilité des SERA dans les différentes communautés et dans les formations sanitaires. Alors, le plus souvent, ce sont également les membres inférieurs qui sont concernés. On ne s'attend pas à ce que les patients soient en mesure de fournir une description fiable des serpents, donc ne pas perdre le temps à leur demander de ramener les espèces
mordeurs en formation sanitaire. Lorsqu'on regarde le comportement des patients en ce qui concerne la demande de soins, on se rend compte que la plupart d'entre eux, à 46%, vont se présenter dans une formation sanitaire, mais seulement 5% vont recevoir un antivénin. Et on a un recours qui est assez important à l'automédication, au traitement traditionnel dans 38% et un retard à la prise en charge ou au recours au personnel de santé chez près de 63% des patients. Alors, nous sortons en donnant quelques messages essentiels ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les morsures ne sont pas venimeuses. La densité et la diversité des espèces venimeuses dans notre environnement influencent le risque d'envenimation. Au Cameroun, on a une importante densité et diversité, avec surtout Equus cellatus dans les régions du nord et de l'extrême nord. La partie sud du Cameroun, notamment la région du sud, a très peu de cas d'envenimation rapportés. Donc, il y a matière à conduire des activités de recherche là-bas, voir est-ce que sur le plan anthropologique, sur le plan de la botanique, il y a des solutions qui peuvent être extrapolées et passées à échelle dans d'autres régions, et surtout renforcer les stratégies de distribution et de management des sérums en considérant les zones de forte densité, les 4 grands foyers que nous avons présentés tout à l'heure sur les cartes. Alors, une sensibilisation qui reste de mise, notamment la faible utilisation des sérums antivénimeux et le recours fréquent à la médecine traditionnelle. Il importe de renforcer les capacités des communautés sur cette affection et aussi de former le personnel de santé à la prise en charge grâce aux antivénins. Alors, la science évolue, de nouvelles générations d'anticorps monoclonaux sont produits et de sérothérapies sont disponibles, mais les essais cliniques restent essentiels pour pouvoir mesurer l'efficacité de ces antivenins et de façon à ce qu'ils soient appropriés à l'écologie des serpents que nous retrouvons dans notre contexte. Alors, qu'est-ce que chacun de nous peut faire à son niveau? C'est déjà améliorer la disponibilité des sérums. Je pense qu'il y a des directeurs de formation sanitaire en ligne. Améliorer la disponibilité des sérums dans vos structures. Continuer la sensibilisation communautaire et aussi renforcer le reporting au niveau de la formation sanitaire pour mieux évaluer le poids de cette affection dans notre contexte. Merci. Merci beaucoup, Dr Tatiana Djirissi. Merci pour votre expertise et votre avis très pertinent. On retient en plus ce que vous avez dit, que le Centre de santé publique au Cameroun fait d'une mobilité importante, notamment dans les régions de l'extrême nord, nord-ouest, centre-l'est, une mortalité relativement plus importante que la moyenne nationale dans les régions du nord, de l'extrême nord et de la Damawa avec 5%, que la surveillance passive, pour le moment, sous-estime encore largement cette affection au Cameroun et qu'on a une grande diversité de serpents, mais que seuls 22% des morsures de serpents sont venimeuses, avec un accès limite aux antivénins. Après les morsures, on va rapidement passer à la deuxième présentation qui sera faite par le docteur Sangwa. J'espère qu'il est prêt. Si votre connexion n'est pas très bonne, est-ce qu'on peut la partager à notre niveau et à vous de la commenter. Est-ce que vous préférez cette modalité ou alors vous préférez la partager par vous-même? Thank you so much, Doc. Je vais partager ça par moi-même. D'accord. OK. Docteur Sangwa, vous avez la parole pour nous parler des manifestations cliniques et de la prise en charge liées aux envenimations par morsure de serpent. Merci. Thank you so much for giving me the floor. I'm so happy today and I'm overwhelmed today that I'm going to present on clinical manifestation and management of snake bite envenomation in Cameroon. Snake bite is an injury caused by a snake. It is due to the penetration of the fangs of the snake into the body, releasing a substance into the bloodstream called venom.
It may result to envenomation. The clinical manifestation depends on the species of the snake. Specific treatment is an antivenom. Snake venom is a toxin which can be subdivided into hematotoxin, neurotoxin, and cytotoxin, which is released into the bloodstream after a snake bite. It is a combination of proteins and enzymes. The clinical presentation. The clinical manifestation of snake bite can be divided into three main syndromes, as earlier mentioned by Dr. Tatiana. We have the hematotoxic syndrome. In this case, the patient is going to present with generalized bleeding, and the species of the snake that is responsible for the syndrome is the Viperidae species. For example, we have the Gabon viper and the carpet viper. We also have the cytotoxic syndrome. In this case, the patient is going to present with severe pain, edema, hypotension, and necrosis. Both the Viperidae and the Elapidae species are responsible for this syndrome. And lastly, we have the neurotoxic syndrome, where the patient will present with paresthesia, altered mental status, vomiting, and ptosis. And in most cases, the patient too can present with difficulties in breathing. This syndrome is mostly caused by the Elapidae species, that's the green mama and the spitting cobra. Below are some clinical demonstration of the hemorrhagic, the hypotoxic syndrome. As you can see on the slide, this is the patient is going to present with bleeding disorder, which can be local bleeding. We can equally have bleeding from the gums, the GIT tract, or the skin lesions. You can have hematoma. The species of the snake, which is actually going to be responsible for this for the hemorrhagic syndrome, is the carpet viper, the Gabon viper, the rhinoceros viper. This is a clinical demonstration, a demonstration of the cytotoxic syndrome. The patient, in this case, the patient is going to present with, you can see, with lower limbs edema and with necrosis. And the species of the snake that would be responsible for this particular cytotoxic syndrome is carpet viper. You can have puff adder viper, Gabon viper, or rhinoceros viper. And this is a clinical presentation of neurotoxic syndrome. We have neurological disorder like the patient is going to present with neurological disorder like paresthesia, abnormal tickling, hypersalivation, vomiting, meiosis, excessive sweating, ptosis, problem of sight and hearing, and the patient can present with respiratory difficulties. The snake that is mostly responsible for neurotoxic syndrome is the cobra and the black, either the green mama or the black mama. We could other have some other syndromes which is associated, which include the ophthalmotoxic syndrome, which the patient is going to present with blindness. We have myotoxic syndrome, which could result to destruction of muscles and muscular paralysis. We also have cardiotoxic syndrome. In this case, the patient might present with acute myocardial infarction. And we equally have the nephrotoxic syndrome, which is actually going to affect the kidney, leading to acute kidney injury. The clinical presentation depends on the level of the severity of the envenomation. It depends on the snake. For example, on this slide, the severity of the envenomation could be subdivided into three main types. You could have no envenomation, mild envenomation, moderate envenomation, and severe envenomation, depending on the clinical picture. That is, you can have the fangs. In the case where a patient comes in, it's just some mild fangs. There are no local edema, no erythema, no ecchymosis, and no symptoms. It falls under no envenomation. With mild envenomation, it's going to have some moderate, most of these signs are going to be moderate, and there will be no symptoms too as well. Moderate envenomation, we are going to have severe pain. The patient is going to present with severe pain, moderate edema, is going to present with weakness, sweating, syncope, and nausea. And we have severe envenomation, which in this case, the patient is actually going to present with severe pain, and the fangs of the snakes are actually going to be very visible. And severe lower limbs edema, patient might present with hypotension, paresthesia, coma, and in some cases, respiratory difficulties. Complications of snake bite can be subdivided into vasomotor complications, neurological complicated disorders, and tissue disorder, as shown by the pictures
below. You can see this one. This is a typical example of a vasomotor disorder. You can have severe edema. This patient can see severe edema. And for neurological disorder, as we earlier mentioned, the patient is going to present with paralysis, and in most cases, severe pain. Now you have a true disorder. Could have acute wound, chronic wound, and which can equally lead to permanent muscular damage. I'm actually going to like to share this case with our participants. This is a case of an 80-year-old child who was bitten by a spitting cobra snake. So this is she came in with swollen face, ecchymosis of the left eye. You can see on the 1, on the 0, this is the clinical presentation on admission. The patient was handled, treated, and on the 7, you can see the evolution here, and the 10, you see the evolution, and the 15, that's 2 weeks after admission, you can see the evolution is actually really favorable, and the patient was discharged. The management of snake bite can be subdivided into pre-hospital emergency management and hospital emergency management. During the pre-hospital management, you have to reassure the patient. These are the do's. You have to reassure the patient. You have to immobilize. You reassure the patient. You immobilize. You keep immobilized part below the heart level. Manage airway, breathing, and circulation. If the patient is unconscious, you can perform a cardiopulmonary resuscitation if necessary, and you immediately transfer the victim to the nearest hospital. Please don't place a tourniquet. You should not incise, because with my experience, before some of these patients want to come to the hospital, they have tried. They always come with tourniquet. Some of them have even tried to incise the wound and then try to suck it out. Please don't do it. That's why I've put it on red. These are not to do. You have incision. You're not supposed to incise. You're not supposed to perform suction. You're not supposed to apply ice or massage or any chemical treatment. At the hospital, evaluate the patient. At the hospital, you have to evaluate the patient rapidly. You have to access for local signs, vital signs, blood pressure, check for signs of inflammation, you check for local infection, you check if it is already gangrenous or the wound is already necrosing or not. You perform the 20 minutes whole blood clotting test. The 20-minute whole blood clotting test it can be performed just at the bed of the patient using a dry tube as shown on this picture. Using a dry tube, you collect the blood of the patient, and then you put into the bottle, and then you allow the blood for 20 minutes, and then you come and observe. If the blood doesn't coagulate, it means that patient is presenting with bleeding disorder. It means it's a positive clotting test. After doing that, if the patient comes in with a tourniquet, you allow it in place until an antivenom is administered before the tourniquet can be removed. You have to perform a prognosis assessment. The prognosis of this patient is going to depend on the time of bite, because most of them, they'll always go to traditional herbalists before they will come to us. Some of them will come like 2 days later after the snake bite. Some of them will come like even a week, making the prognosis to actually be very poor. And then you have to find out to the activity at the time of bite, the first aid action that was taken since the bite, the clinical examination, and the 20 minutes whole blood clotting test. From then, you can start with your treatment. That's the specific treatment is an antivenom. There are indications of antivenom. If there's any evidence of systemic toxicity, that's thermodynamic instability, respiratory instability, hypotension, neurological complications, clinical abnormal bleeding, abnormal coagulation studies are shown by the 20-minute whole blood clotting test. If there's increase in the edema, if the snake is identified as a venomous snake, because not all snakes are venomous, and you can evaluate through the urine of the patient. If the urine is dark, it means there's already hemolysis taking place.
Sorry, cool. This is the antivenom. Here, I think we are using Inosep in those days, but now there's a new antivenom called Panaf Premium that is used. It is an example of how to administer it. Normally, depending on severity of the snake bite or depending on the severity of the envenomation, normally we always start with 2 ampoules. 1 ampoule is given slowly IVD, then another ampoule is given in 500 minutes of normal saline, and then you allow it to pass for 30 minutes to 1 hour. There's equally supportive treatment. So you have to, if it's bleeding, you do compressing dressing. Please be careful of tourniquet. You have to monitor the diuresis. You give antiemetic if there's vomiting, antibiotic prophylaxis, administer serum antitetanus. You transfuse packed red cells in case of severe anemia. If the packed red blood cells are not available, you can transfuse whole blood cells. And then you maintain artificial ventilation if there's hypoxia or if there is a need, or if the patient is having difficulties in breathing. And there is equally evaluate and check for complementary treatment if you can administer complementary treatment. In this case, the complementary treatment is debridement, as shown by this picture. Fasciotomy, you can perform fasciotomy if the patient, because most of them are always going to present with compartment syndrome. This is a picture of fasciotomy, and you can amputate. This is a picture of an amputation. And then you do alcohol dressing to reduce the edema and to reduce the pain too as well. The follow-up of the patient closely, you have to follow up the patient closely after the administration of the antivenom and then the other additive treatment. During the first, you follow up the patient closely during the first 24 hours of admission and discharge on the second day if the evolution is favorable. In case of pain, give analgesic. Please avoid giving anti-inflammatory. You do wound dressing, administer antivenom if there are onset of new symptoms. You administer antivenom, or if there's exacerbation of previous symptoms, or if the patient is still unstable, you can still administer the antivenom. Before discharging the patient, counsel the patient to come back to the hospital if the patient notices inner abnormal bleeding, if the edema worsens. I would like to share this. This is a chart that we're using at Tuboro Health District. It's a chart that is actually used to notify cases of snake bites, and this actually helps us to manage the patient closely. The chart is actually divided into the identification of the patient, from which health center is the patient coming from, the patient history, indication of antivenomous. If there was any complementary treatment, you fill in the chart, the evolution and the clinical state of the patient on discharge. The advantage of this is this chart is advantageous to us. So it was advantageous to us because it helped us to evaluate the patient before discharge. This chart helped us to keep the record about each patient and notify also each case of snake bites in the health district. This is an algorithm for clinical management. This is an example of protocol that we're using. Normally, the algorithm is based on the 3 syndrome, that is cytotoxic syndrome, the hematotoxic syndrome, and the neurotoxic syndrome. Normally, if you evaluate your patient and your patient presents with lower limbs, it presents with edema and hemorrhagic syndrome, you administer 1 to 2 ampoules of an antivenom, which is adapted. In this case, you administer Panaf Premium. And if the patient presents with a neurological disorder, in this case, you give directly 2 to 4 ampoules of Panaf Premium, that's the antivenom. If after administration, there's clinical improvement, you discharge the patient after 48 hours, that's after 2 days. If there's persistence of symptoms, that's precipitation of symptoms, aggravation of the symptoms, you have to administer 1 to 2 ampoules of another antivenom, that's Panaf Premium
And or if the patient still, if the neurological disorder or the neurological symptoms still persist, you give us greater than 2, you give 2 to 4 ampoules of Panav, that's the antivenom. This protocol was designed by 2N Pharma, and it has actually really shown to be very, very, very effective. But please do well to monitor the side effects of this antivenom. If there's side effects, we could give a steroid, we could give Dexa, and you continue with complementary treatment. I will end by concluding that snake bite is an accident and not a misfortune. Clinical presentation depends on the species of the snake. In this case, it can either be Lapidae or Viperidae. There are 3 main clinical symptoms for diagnosis: the cytotoxic, hematotoxic, and neurotoxic. The neurotoxic syndrome has very poor prognosis. Patient who comes in with altered mental status, with OCs, they always end up, we might, if the case is not handled aggressively, we might end up losing the patient. The cytotoxic and the hematotoxic syndrome has a favorable prognosis. It is worth to know that the specific treatment is an antivenom. Pre-hospital management plays a vital role on the prognosis. After, you have to reassure the patient, immobilize the limb. Please take note, traditional remedies have no proven benefit in treating snake bite. Get the patient to the hospital immediately, and please do adequate follow-up in the hospital and upon discharge. Thank you so much. I will end by still saying that snake bite is an accident and not a misfortune. Thank you. OK, merci beaucoup, Dr. Chambra. On rappelle juste pour nos participants de langue francophone que Dr. Chambra est exposé sur les manifestations cliniques et il les a groupées en 3 grands synchrones: hématotoxique, cytotoxique et neurotoxique. Hématotoxique, vous imaginez très bien les troubles à trace sanguine. Cytotoxique, les dégâts tissulaires et cutanés, tissot. Le syndrome neurotoxique qui peut entraîner rapidement la mort par asphyxie. Dr. Chambra a également insisté sur la prise en charge préhospitalière en insistant surtout sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire, surtout pas avoir le réflexe d'aller directement chez le praticien parce que les thérapies là-bas n'ont pas prouvé une grande efficacité sur l'aménagement par morsure de serpent. Dr. Chambra a ensuite parlé de la nécessité en milieu hospitalier de bien examiner le patient pour détecter les signes de toxicité. Et il a également parlé de la prise en charge qui parle des mesures générales. Il a présenté l'algorithme qui est en précisant bien l'indication de l'antiveineux. Comme on l'a dit bien avant, Dr. Djekesi, que 22% des morsures de serpent sont non venimeuses. Donc, merci Dr. Chambra pour cet algorithme partagé en précisant que le SARS n'est pas systématique, mais il est indispensable quand la toxicité systémique apparaît. On va, je pense, enchaîner avec les présentations parce qu'il est bien qu'on laisse du temps pour la discussion à la fin, parce qu'on a commencé un peu tard. On va sans plus attendre passer la parole au docteur Djefack qui va nous parler d'informations dans le cadre de l'animation. La présentation, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez avec vous ou vous voulez qu'on la partage ici? Docteur Djefack. Alors oui, je l'ai avec moi. Je l'ai déjà partagé. Je ne sais pas si l'écran apparaît. D'accord. OK. Parlez-nous donc des projets de renforcement de capacité des personnels que vous avez déjà déroulés à travers le pays sous la supervision du docteur Domaine Francis. Allez-y, vous avez la parole. Merci. D'accord. Merci pour la parole donnée. Et autres, je vais pour parler de renforcement des capacités du personnel sur la prise en charge des morsures de serpents. Je vais m'appesantir beaucoup plus sur le projet PAMODIA qui a été mené en 2022 à l'échelle du Cameroun et dans les régions du nord et de l'extrême nord. Bon, pourquoi PAMODIA? PAMODIA, d'abord, c'est un mot en swahili qui veut dire ensemble. Et le projet PAMODIA a été initié parce que nous avons constaté que
comme l'a dit le docteur Tatiana en prélude, que les morsures de serpent est un grand fléau déjà au Cameroun et en Afrique subsaharienne. On a aussi observé qu'il y a une forte incidence des morsures de serpent dans les régions du nord et de l'extrême nord, avec associé à des mortalités et des morbidités. On a aussi constaté qu'il y a une rupture des antivenins ces dernières années. L'autre constat aussi, c'est que on a une faible connaissance des praticiens sur la prise en charge et une absence de guide pratique. Voilà ce qui a conduit à mettre en place le projet PAMODIA. Pour ce qui est des objectifs, le projet PAMODIA avait comme objectif de situer l'antivenin dans le parcours des soins à travers les données épidémiologiques, aussi situer le personnel dans la prise en charge, ainsi que l'utilisation de guides de prise en charge. Le deuxième objectif était d'assurer la disponibilité des antivenins dans les différents sites de prise en charge et aussi au niveau des fonds régionaux. L'autre donc, juste mettre en diaporama. Essayez de mettre en diaporama. Ah, d'accord. OK. Ah, désolé. Merci beaucoup. OK, voilà. Là, c'est bon? D'accord. Bon, merci aussi. Bon. Ah, d'accord. Et le troisième objectif était d'assurer la coordination et le monitoring au niveau central avec le MinSanté, les fonds régionaux et au niveau local avec les différents districts de santé. Cette diapositive présente les actions menées durant le projet PAMODIA, au-delà de la préparation qui s'est déroulée avec une méthodologie bien définie et des emplois de temps bien calés. Nous avons aussi organisé des réunions pharmaceutiques avec les différents fonds régionaux et les distributeurs privés. Au total, nous avons organisé 6 réunions. Nous avons organisé aussi des formations régionales à Garoua et à Maroua et des formations locales dans 64 sites. Concernant les réunions pharmaceutiques, l'objectif ici est d'échanger sur la place de l'antivenin dans la lutte contre les envenimations. Avec chaque fonds régionaux, on avait environ 1 à 2 heures d'échange sur les serpents, les envenimations et les approvisionnements en antivenin. Et l'ensemble de ces échanges se faisait en ligne sur Zoom. À la fin, nous avons quand même pu rendre disponibles les antivenins dans les fonds régionaux, INOCERP autant que PANAF, et aussi toutes les formations sanitaires ont été informées à travers les fonds régionaux de cette disponibilité des antivenins. Concernant les formations régionales, l'objectif était ici de former des formateurs pour les formations locales dont on a parlé plus haut. Les formations régionales ont été déroulées en formation théorique à travers l'épidémiologie, les serpents au Cameroun, venin, antivenin. Nous avons aussi eu des formations pratiques qui ont été dispensées par 2 médecins et nous avons aussi associé à ces médecins un spécialiste des soins pour ceux qui sont touchés par des formations au niveau des articulations, bien au niveau des bras, comme l'a montré le docteur Achangwa. À la fin de chaque formation régionale, autant dans le nord comme dans l'extrême nord, il y avait des évaluations pratiques pour évaluer les connaissances et aussi le niveau des formations des différents formateurs. Il faut noter que toute cette formation-là a été cadrée par des supports de formation. Il y a des livrets qui ont été mis à disposition des formateurs, des cahiers. Les formateurs ont été mis à disposition aussi. Pour ce qui est des formateurs qui ont été formés, nous avons eu plusieurs types de personnel, notamment les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et même les responsables d'administration. Donc, au total, nous avons formé 21 formateurs, soit 9 dans la région du Nord et 12 dans la région de l'extrême Nord. Les formations sont déroulées
dans le nord au niveau de l'hôtel Relais Saint-Hubert le 19 avril 2022 et le 21 avril dans la salle de conférence de la CNPS. Qui a bien voulu mettre en distribution sa salle? Nous disons merci, peut-être pour avoir leur partenaire là, parce qu'ils ont bien voulu mettre à disposition leur salle gratuitement. Et nous avons pu tenir une très belle formation. Et nous avons eu les formations locales. Nous les avons appelées ici les matinées de lutte contre les envenimations. Les différents formateurs qui ont été retenus avaient pour objectif de former sur place dans les différents FOSA, on a différents centres de santé. Et on a compté 15 districts de santé dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord et 32 dans la région de l'extrême nord, au total 47. Mais ici, il faut noter que la formation s'est mieux déroulée dans la région du nord par rapport à celle de l'extrême nord. Et pour les différentes, au niveau local, on avait prévu un petit casse-route. Il y avait aussi des cahiers de formation. Et à la fin aussi, nous avons fait des tests de connaissances pour évaluer le niveau d'acquisition, le niveau d'imprégnation et le niveau d'acquisition de cette formation-là auprès des différents personnels formés. Bon, au total, on a dit, on a eu 64 matinées de lutte réalisées et les formations ont été faites sur site. Au plus près du personnel. Ça, c'était aussi l'un des points importants à relever. Au total, nous avons formé environ 900 personnels de soins qui étaient présents et assidus. Et au niveau du post-test, on a eu environ 75%, dont la validation était très bonne au niveau de la formation. Et aussi, on a eu un bon retour des personnes formées. Et il y a même d'autres formations sanitaires qui ont redemandé aussi des matinées de formation comme l'hôpital du district de Mayo-Olo, parce qu'il y a certains personnels de santé qui n'avaient pas été formés. Ils ont émis ce besoin et nous avons pu nous mobiliser pour les satisfaire. Bon, comme synthèse de Pamoudja, nous pouvons dire que déjà, le constat est que l'incidence est très élevée dans les deux régions en termes d'envenimation. Les conséquences sont graves, mais il faut noter quand même qu'il y a des moyens de lutte qui existent à travers les antivenins et les différentes formations que nous avons déployées au niveau national, qu'au niveau régional et au niveau local. Pour ce qui est de la formation du personnel, on a formé environ 1100 personnes et cette formation a été très participative. Je profite aussi pour remercier le ministère de la Santé ainsi que les différents responsables de délégation qui nous ont accompagnés avec la signature des documents pour nous faciliter l'accès dans les différents centres de santé pour les formations. Nous retenons aussi que l'incidence et la mortalité des morsures de serpent est sous-estimée parce que le retour des informations souvent n'est pas complète. Et on note aussi la faible accessibilité aux soins. Pour ce qui est des perspectives, le retour de notre expérience nous montre qu'il faut renforcer le partenariat et qu'il soit beaucoup plus participatif. Et avec surtout le MinSanté et d'autres bailleurs de fonds, parce que c'est vrai que le MinSanté ainsi que les délégations régionales nous ont donné au niveau des documents, mais nous souhaitons beaucoup plus qu'ils fassent davantage et autres pour lutter contre ce problème de santé publique, comme l'a noté le docteur Tatiana. Et aussi, il faut améliorer les communications interrégionales, notamment au niveau de l'algorithme de prise de soins, qu'il soit beaucoup plus partagé et aussi validé. Améliorer aussi, et aussi communiquer sur notre expérience avec les autres pays. Pourquoi pas aussi développer encourager des thématiques au niveau des différentes universités sur la prise en charge des morsures de serpent.
Et enfin, je pense au niveau des présentations du docteur Tatiana, ainsi que les miennes, il y a des cartes qui ont été partagées. Il faudrait aussi vulgariser cette approche spatiale pour pouvoir mieux percevoir et ainsi communiquer sur les morsures des serpents. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, docteur Jeffak, pour cet exposé. Et encore merci pour ce projet de formation qui avait été initié par Modia et qui a permis d'apporter auprès des victimes la formation continue, cette formation pertinente aux acteurs de terrain aux côtés des victimes des morsures de serpent. Merci encore une fois de plus. On va passer la parole rapidement au docteur Noumen parce qu'on a bien vu ici que l'information, oui, ça suffit, mais encore faut-il avoir l'intrant ou alors les soins antivénimeux. Et le docteur Noumen va nous partager son expérience sur tous les défis auxquels les fournisseurs, les distributeurs des sérums antivénimeux font face quant à cet approvisionnement dans les pays en voie de développement, de Dr Noumen, en particulier au Cameroun. Dr Noumen, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, merci de me donner la parole. Ah, c'est parfait. Je pense que je vais pouvoir commenter. Vous allez les faire défiler. C'est parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter je vais parler de la problématique. Sinon, vous me passez la main. C'est bon pour le partage. Oui, donc je disais qu'on va aborder la disponibilité, l'accessibilité des sérums antivénimeux au Cameroun. Et probablement aussi, on va parler un peu de l'Afrique centrale. Et on va voir les perspectives plus loin, ce qu'on entrevoit dans les années qui arrivent. J'espère que c'est bien audible. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je l'ai imaginé en forme de parabole. Donc, la disponibilité, l'accessibilité, c'est quelque chose qu'on confond beaucoup, les points 1 et 2. Donc, on va essayer de parcourir ces deux éléments là et voir les perspectives plus tard. Donc, la disponibilité, c'est vraiment est-ce que les médicaments sont disponibles chez nous? Est-ce qu'on peut les... C'est vrai qu'en anglais et en français, c'est des termes qui ne sont pas faciles à échanger et à partager. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup là-dessus. Il faudrait qu'on aille tout droit au but sur les différents thèmes. Et puis, on verra les perspectives. On va s'appesantir sur l'approche scientifique, sociale et puis politique. Donc, la disponibilité, en gros, je vous pose souvent la question de savoir quel est le critère, comment on mesure la disponibilité. Et on passe à la suivante, s'il vous plaît. Et donc, est-ce que le médicament doit être au plus près des malades? Et ça veut dire quoi? Dans les formations sanitaires, dans le circuit d'approvisionnement pharmaceutique? Alors moi, je me suis posé plusieurs questions quand je travaillais sur les antivélins et je me suis fixé comme objectif de rendre le médicament disponible au Cameroun. Ça veut dire que je considère que je connais le SINAM, qui est le Système national d'approvisionnement des médicaments essentiels au Cameroun. Je l'ai inscrit dans cette ligne et je le rends disponible dans le secteur privé aussi bien que dans le secteur public. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas fini. Il fallait quand même arriver dans les formations sanitaires et que ce n'était pas un chemin qui était simple. Alors, on va voir ce que l'OMS a fait depuis 2017, quand on l'a inscrit dans les maladies tropicales négligées. Ils attendaient 3 millions de doses en 2030. On va voir que c'est quelque chose qu'on peut échanger ensemble et voir si oui ou non c'est réaliste. Et puis, deuxième pharmaceutique, qu'est-ce qu'il a fait dans cette approche de disponibilité? S'il vous plaît. Suivante, s'il vous plaît. Sinon, il faut me passer là. Voilà. Donc, depuis 2017, où la maladie a été inscrite, bon, effectivement en 2018 comme maladie tropicale négligée, l'OMS a eu une approche en 3 phases pilote, phase d'échelle, et puis une phase pilote, une phase de maturité, et puis une phase de croissance, qu'elle a définie avec 4 grands modules. Donc, l'approche communautaire, donc développer les communautés, puis fournir des antivélins de bonne qualité, renforcer les systèmes de santé et puis organiser les partenariats. Les 4 modules, bon, on voit que le budget est colossal pour l'OMS, mais si vous savez, c'est pas si simple à décortiquer. On va voir que les phases pilotes, on a été beaucoup ralentis par le Covid. Et donc aujourd'hui, on est en 2024, mais a priori, on est en train de slalomer entre les 2 phases, échelle et pilote. La suivante, s'il vous plaît.
Donc, en septembre 2023, l'OMS a invité le professeur David Williams à Ouagadougou, où il vient présenter un peu le point d'étape. Et donc, il dit qu'effectivement, on a tout le soutien de l'OMS pour la lutte contre les envenimations ainsi que les États membres. Donc, le profil des produits a été validé. On va voir ensemble quels sont les produits qui ont été validés et comment ils ont été validés dans cette approche. Donc, ils ont travaillé pour avoir des médicaments de bonne qualité. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup avancé avec la qualification des fabricants et des produits. Puis, il propose un agenda suivant qui est d'avoir un nouveau plan régional, donc au niveau purement local, avec une planification des stocks, la formation des agents de santé, le renforcement de la surveillance et le déploiement des stocks à l'horizon 2025. Vous allez voir que nous sommes très avancés avec les différents projets qu'on a fait au Cameroun, aussi bien dans les formations que dans le projet de Touboro. Donc, qu'est-ce qu'on a au Cameroun dans le SINAM, le Système national d'approvisionnement des médicaments essentiels? On a en tête de file la CNAME, la Centrale nationale d'approvisionnement des médicaments essentiels, qui, elle, doit acheter les médicaments pour fournir à tous les hôpitaux de catégorie 1 et 2, définis au sein de l'organisation des soins. Et elle doit pouvoir approvisionner aussi ce qu'on appelle les groupements d'intérêt public, les fonds régionaux pour la promotion de la santé, qui s'appellent anciennement CAP, et ainsi que les hôpitaux, les formations sanitaires, qui, elles, peuvent, elles aussi, soit s'approvisionner en fonction de leur rang directement auprès des fonds régionaux ou directement auprès de la centrale d'achat nationale, la CNAME. Ce qui a très bien marché, ce qui marche bien avec nous, on travaille directement avec les fonds régionaux et on approvisionne très correctement, très bien le nord et l'ouest. Il ne faut pas oublier qu'au Cameroun, il y a 10 régions, donc il y a 10 fonds régionaux avec qui on travaille plus ou moins bien. Donc il y en a qui sont vraiment très bien dans l'approche, dans la mise en place des antivenins et d'autres qui sont un peu moins réactifs. Donc Deuxième Pharmaceutique a essentiellement couvert les deux secteurs publics et privés. Donc, ça veut dire qu'on fait venir les médicaments au Cameroun en respectant tout l'aspect réglementaire, on a toutes les autorisations qu'il faut. On a un stock au Cameroun qui nous aide aussi à gérer les pays voisins, parce que nous gérons aussi 7-8 pays voisins, excluant le Nigeria, dont tous nos pays voisins limitrophes, l'Angola et la RDC, on fournit régulièrement. Donc, on a des agréments avec les différents fabricants et les distributeurs locaux qui nous aident aussi à distribuer sur le territoire parce que vu qu'on n'a pas une grande force de diffusion, donc on s'appuie sur des grands distributeurs comme Laborex, comme Unifarm, qui travaillent avec nous, qui sont vraiment qui ont un maillage plus large et qui permettent d'asseoir la disponibilité du médicament dans toutes les pharmacies. Donc, 2 médicaments sont essentiellement au Cameroun aujourd'hui. Le Panaf a pris place devant l'Inocerp avec le prix, l'arrivée d'un médicament un peu moins cher en 2021. Et l'Inocerp est toujours présent, plus ou moins. Donc, il est arrivé en 2025. Donc, quand je dis au plus près des malades, en fait, pour parler un peu de la disponibilité, ça veut dire quoi? Ça reste un challenge. Pourquoi? Parce qu'à Touboro, on a un exemple de cas, c'est-à-dire qu'on a assuré la disponibilité des médicaments à Touboro, dont la gratuité des soins pour la prise en charge des morsures de serpent, grâce à un partenariat tripartite entre le Minsanté, Deuxième Pharma et Codco. On a pu assurer la gratuité des antivenins et on a aussi formé le personnel. Ça, c'est en 2016. On a réussi à réduire la létalité de 70% à 7%. C'est quelque chose qui était d'un très grand écho, qui a fait beaucoup de bruit. Et on a pu aussi voir que les doses utilisées, on était en moyenne à 2 doses, 2,2 doses. On arrive à quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, à Touboro, nous avons réussi à mettre en place le médicament directement dans les structures de soins. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est l'approvisionnement dans les autres formations sanitaires qui, elles, ne bénéficient pas de cette gratuité. Et on voit bien qu'elles vont chercher au fond régional, elles vont chercher un peu partout dans les pharmacies de ville. Et c'est là qu'on comprend que la disponibilité reste un challenge pour nous. Donc, bien qu'on a introduit dans le circuit de soins, dans le circuit de distribution et même quelquefois à quelques pas des patients, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas totalement satisfaisant. Donc, si on parle de l'accessibilité, en gros, c'est qui paye? Qui paye? Je pense que tout le monde a la réponse à la question. Donc, ça veut dire quoi? On peut parler du coût, on peut analyser qui paye avec le coût aussi, quel est le coût de prise en charge. Et on verra que là, on a vraiment beaucoup de difficultés parce que l'expérience de Touboro nous a montré beaucoup de choses, mais le Cameroun, la structuration du coût avec l'absence d'un financement public
Ça part dans tous les sens. Les prix sont un peu, ils vont dans tous les sens. On a des prix plus bas, plus hauts. Alors, au plus près des malades, c'est encore plus cher que plus loin d'eux. Les mécanismes d'approvisionnement, on les connaît tous. Donc, soit on passe par Madame, comment tu vas? Et puis, on va voir les cascades qu'on peut avoir et comment on peut les améliorer, s'il vous plaît. Donc, si je parle un tout petit peu des politiques publiques, s'il vous plaît, diapositive. Dans les politiques publiques, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On a vu le cas de Touboro, où nous avons mis en place l'antivenin. Donc, on a eu l'implication des communautés. Touboro, c'est une association. Codco travaille avec les agences sociétales qui, dans le renforcement du projet du pipeline et les bonnes relations avec les communautés, donc a accepté de financer une partie donc, des antivenins. Donc, Codco fournit des antivenins, mais 2N fournit aussi des antivenins. Donc, c'est un partenariat où on est à quasiment 20-80, des fois 30-70, 60-40, parce que nous intervenons beaucoup en cas d'urgence. Codco, c'est quand même une machine, une grosse entreprise, qui, pour signer un bon de commande, demande beaucoup de temps. Donc, il faut anticiper beaucoup. Et donc, nous, on est plus réactifs des fois quand il y a des difficultés. Donc, on a pu également renforcer le système de santé à Touboro parce qu'on a formé du personnel de soins, mais on a également fait des analyses comparées avec les patients en faisant des relevés de cas sur les patients arrivés à l'hôpital et les déclarations dans le DHPS2. Et ça a permis quand même de comprendre les divergences qu'il y avait là. À ce niveau, on a amélioré la notification grâce à cela. Donc, un traitement efficace, je pense que les retours chez les patients, le retour praticien et patient est assez évident dans ce cas du projet Touboro. Et donc, le partenariat est aujourd'hui un peu difficile à tenir parce que Codco a eu une situation difficile l'année dernière avec le rachat, la vente par ExxonMobil, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, l'arrivée d'un nouvel acquéreur qui n'était pas totalement fiable et bon, qui a été éjecté par les autorités camerounaises et tchadiennes. Ça a créé un grand désordre, c'était difficile de se retrouver avec les serpents. Et donc, on a le projet bas de l'aile et on a aussi une grande difficulté pour le retour des praticiens de ce qu'ils font, de leurs actions sur le terrain. Voilà, donc c'est un projet qui pourrait montrer vraiment l'approche que l'OMS a dans la lutte contre les envenimations et nous avons déjà un pilote qui a montré cela. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce projet Touboro. S'il vous plaît, la suivante. Donc, l'approvisionnement dans les pays voisins, je voulais vous montrer aussi cette diapositive pour avoir un petit challenge. C'est-à-dire que si on laisse les médicaments dans le secteur privé, en gros, on peut considérer que le patient paye 100% du prix du médicament. C'est le cas au Cameroun, au Congo, au Nigeria, en Angola, un peu dans beaucoup de pays en Afrique centrale. Quand on introduit l'appel d'offres, on peut gagner 20% du prix parce qu'on achète une quantité plus grande, parce qu'on est sur un lot plus ouvert, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec la CNAV. Elle achètera bien moins cher que dans le public. Donc, c'est le cas au Tchad, au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Togo, dans tous ces pays-là. De l'Afrique de l'Ouest, systématiquement, il y a des appels d'offres et l'antivenin est inclus dans les appels d'offres. Et si on apporte une subvention, comme vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'on peut décider de payer 50%, c'est le cas de la CNAMGS au Gabon, qui a subventionné. Nous avons réussi à inscrire l'antivenin dans une liste de médicaments subventionnés, et c'était sans définir le type d'antivenin. Donc, il bénéficie de 50% de financement par la CNAMGS, dont le patient qui arrive à l'hôpital ou à la pharmacie ne paye que 50% du prix du médicament. Au Burkina, il y a un prix fixe qui est défini, c'est 13 000. Donc, le patient ne paye que celui-là. Et on peut arriver à un niveau qui est plus élevé, comme au Tchad, où on a la gratuité. Donc, le patient ne paye pas. Il arrive à l'hôpital et on voit qu'à ce niveau-là, on a un indicateur qui est très pertinent au Tchad. Dans les régions où les patients ne payent pas, ils arrivent à moins d'1 heure à l'hôpital après avoir été mordus par un serpent. Ça réduit considérablement le nombre d'antivenins qu'ils prennent et puis on voit que les conséquences en termes de morbidité, comme vous l'avez décrit Tatiana, le docteur dit que si les conséquences sont vraiment réduites. Alors donc le coût pour le patient, comme je vous disais en introduction sur la partie coût, c'est quelque chose que nous évaluons peu. Pourquoi? Parce qu'on regarde tous le coût direct et on regarde tous le coût de l'envenimation. Alors, c'est pour ça que nous sommes toujours en train de réclamer les universitaires qui viennent un peu travailler avec nous pour qu'on voit le coût indirect, par exemple. Déjà, l'indisponibilité de la personne, le garde malade, tous celles qui sont mobilisées pour s'occuper de ce patient. Et puis, un coût intangible qu'on peut vraiment ramener assez facilement, la qualité de vie perdue. Vous voyez, qui ne va pas être retrouvée.
qui est facile à voir dans ce cas-là. Donc, le coût de la maladie, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment travailler pour mieux définir, et je pense que ça pourrait séduire un peu plus les décideurs. Et il ne faut pas oublier que le patient mordu, c'est un patient inaudible. D'ailleurs, c'est ce que disait Kofi Annan, c'était les personnes qui n'avaient pas de voix et qui n'avaient pas de présence dans l'échiquier politique et qui devaient être la voix de ces personnes-là. Donc, il l'a dit à Leiden en 2021. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir facilement. Il ne parle pas bien. Quelles sont les perspectives envisagées en 2024 et plus tard? Qu'est-ce que nous envisageons de faire? Nous, on va déjà parler de... Donc, on les a dressés en trois grandes parties, sur le plan social, scientifique et économique. Bon, les préventions des morsures, je pense que nous allons laisser... On ne va pas beaucoup travailler dessus, nous, en 2025, mais ce sont des pistes qu'il faut évaluer, c'est qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. Le docteur Achangwa l'a décrit un peu, on avait prévu un algorithme, du moins une boîte à images qui dessinait, qui montrait un peu tout ce qu'il fallait faire, les gestes à éviter quand on est mordu par un serpent, donc la prise en charge préhospitalière. Donc on pourrait diffuser cela, on pourrait utiliser également toutes les personnes dans les sociétés pour pouvoir prévenir ou lutter contre les dégâts occasionnés après la morsure, donc en préhospitalier. Et nous allons essentiellement nous appesantir sur la partie scientifique et économique, s'il vous plaît, donc avec l'antivenin universel dont Tatiana a déjà parlé. Comment on pourrait sélectionner les bons antivenins? Est-ce qu'on doit faire nos propres antivenins ou pas? Et sur le plan économique, qu'est-ce qu'on peut envisager en termes de financement public, s'il vous plaît? Voilà. Donc, l'antivenin universel, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais ce n'est pas demain. Pourquoi? Parce que vous avez compris que dans les morsures de serpent, il y a deux types de syndromes, il y a plusieurs types de syndromes, pardon, mais deux grandes catégories d'action. Les toxines qui sont chronodépendantes et qui agissent sur le système nerveux, qui bloquent le système nerveux, on parle d'un effet à peu près curalisant, ça ressemble à ça, donc c'est qui provoque la mort très rapide. Et généralement, on pourrait arriver avec une bonne réanimation. Donc, vous comprenez que là, il faut se doter d'une bonne réanimation et on peut arriver à sauver des patients. C'est très rapide. Les enzymes, tout ce qui est chronodépendant, donc la transformation de substrat peut être retardée. Et là, effectivement, il y a des actions qu'on mène pour pouvoir neutraliser en fait ces enzymes. Et vu qu'il y a, même s'il y a une grande diversité dans les venins et même dans la même espèce, on arrive aujourd'hui à trouver les similitudes et il y a des bonnes pistes pour que ça évolue sur une activité antiprotéinique. La pollution des antivenins, je pense qu'on en parle beaucoup en Afrique et j'entends toujours les personnes qui veulent absolument qu'on arrive très rapidement à ce stade. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Il faut une convergence de bonnes pratiques. Il faut comprendre que l'antivenin aujourd'hui est fabriqué comment? On récupère le venin du serpent, donc on le conserve, c'est pas facile déjà de le conserver, puis on inocule à l'animal, au cheval, qui lui produit des anticorps. On prend le sang du cheval, on perfuse, on sélectionne les anticorps, on fait des tests chez la souris avant d'introduire chez l'homme. Donc il faut une bonne pratique vétérinaire, il faut des bonnes pratiques vétérinaires, des bonnes pratiques de laboratoire, des bonnes pratiques de fabrication, pour ne citer que celle-là, pour pouvoir fabriquer un antivenin efficace. Et il ne faut pas oublier, on est dans l'industrie. Ça veut dire que l'amélioration est continue. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ce n'est pas parce qu'on fabrique un antivenin aujourd'hui qu'il va être valable pour l'éternité. Non, il y a des concurrents qui vont développer des modèles plus efficients qui permettront donc d'avoir un challenge plus grand. Donc, il faut vraiment des industriels. Ce n'est pas quelque chose d'étatique et de figé. Il faut vraiment être dans un environnement très compétitif. Et c'est un environnement industriel qui s'y est. Donc aujourd'hui, je pense raisonnablement qu'on peut travailler sur la sélection de très bons antivenins. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal d'indicateurs. Les produits disponibles, on les a, on les connaît. Donc on a des indicateurs comme les prix, la conservation, l'efficacité, combien de valence le produit a, la qualification des fabricants, le statut que l'OMS a donné. Bref, on a fait des audits de bonnes pratiques de fabrication. Et l'homologation, est-ce que le produit dispose d'une AMM? Il y a des avis d'experts qui ont utilisé les produits. On peut, à partir de ces éléments-là, sélectionner un bon antivenin. Il est important de faire une évaluation in vitro à travers les études précliniques. Aujourd'hui, on a plusieurs études précliniques qui classent vraiment les antivenins et qui donnent leur perception sur les affirmations des fabricants. Donc, ils peuvent vraiment être très discriminants. On peut enlever ou garder certains antivenins rien qu'au regard des études précliniques aujourd'hui et voir des études toxicologiques.
Et puis, on a également des études cliniques qui ont été menées au Cameroun, dans études et dans d'autres pays, des études in vivo. En Guinée, au Bénin, on a pas mal d'études cliniques qui ont été menées. Donc, on peut, à partir de là aussi, avoir un bon pouvoir de décision. Donc, sélectionner le bon antivenin, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est très difficile à réaliser. On peut aller vraiment dans cette démarche et avoir des très bons produits, sachant les quantités dont on a besoin. La recherche scientifique, donc aujourd'hui aussi, en Afrique centrale et particulièrement en Afrique francophone, on fait beaucoup d'études d'épidémiologie, des études descriptives. On est vraiment dans la description. Je pense qu'il faut passer à l'étage au-dessus, on devrait entrevoir vraiment des instituts de recherche avec des études, comme je vous ai décrit, les études médico-économiques, pouvoir vraiment parler avec des éléments de langage beaucoup plus forts, avoir des études d'efficacité, donc des études cliniques qui peuvent montrer l'efficacité. On a vu qu'il y a bien de personnes dans ces pays qui prennent déjà le relais là-dessus, les études toxicologiques avec des laboratoires de microbiologie pour avancer là-dessus, la formation médicale continue, la pharmacovigilance et les études de toxicologie. Donc, on peut revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît. Il faut accélérer parce qu'on a juste encore. Oui. Donc, on va. Pour les questions. Voilà. Donc, les urgences, ce qu'on a, l'idée dans le répertoire scientifique, c'est de passer dans une forme de communication qui serait plutôt les urgences tropicales maîtrisées. Les maladies tropicales négligées, il ne faut pas oublier, on se tue nous-mêmes en appelant ça négligé. C'est nous, je ne sais pas si c'est nous qui la négligeons, si c'est les autres qui la négligent, mais toujours est-il qu'il y a ce terme-là qui est péjoratif. Donc, pourquoi ce serait négligé? Alors qu'on pourrait vraiment arriver sur un terme qui est plus positif et qui nous propulse plus vers l'avant. C'est une urgence tropicale dans les zones de savane et chez nous, donc on peut considérer que ça intervient dans le cadre des urgences tropicales négligées, quelque chose qui est très cher au professeur Selou Baldé, qui a beaucoup développé cette thématique, et j'espère qu'il nous suit et qu'il pourra intervenir dessus. Donc, on passe à la suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous disais que plusieurs antivenins avaient été validés par l'OMS. Donc, l'OMS a organisé un processus de qualification des fabricants, après lequel elle a validé, elle a donné une évaluation positive pour quelques antivenins. L'absence d'évaluation, donc aucune évaluation, mais c'est en attente. Je pense qu'ils auront des évaluations juste après. Et un processus a été stoppé pour un antivenin. Donc, évaluation positive, ça veut dire qu'il recommande cet antivenin pour son usage en Afrique subsaharienne. Alors là, je me suis concentré que sur les produits, sur les médicaments sélectionnés pour l'Afrique subsaharienne, dont le Lupanaf Premium, qui était un médicament qui était validé par l'OMS pour ses valences. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Et donc, il se présente avec qui a un avantage, donc il a 4 années de conservation, il se conserve à température ambiante en dessous de 30 degrés. Donc, il est fabriqué avec l'inoculation, grâce à l'inoculation de 14 venins de serpent. Et à la fin, on se retrouve avec une efficacité sur 24 venins, contre 24 venins, grâce à une action paraspécifique. Donc, c'est un médicament qui est bien coté parce que les études précliniques de Liverpool du professeur David Aronson, c'est ça, ont validé cette étude-là et l'ont considéré comme l'antivenin le plus cost-effectif, donc le moins cher et le plus efficace. Et donc, il est aussi validé par l'OMS. L'Innocerf Pan-Africa, il a un gros avantage aujourd'hui, c'est qu'il a eu une étude clinique de phase 4 au Cameroun avec 447 patients, beaucoup de patients recrutés, donc il a une efficacité l'étude a été publiée ce mois-ci, donc je pense qu'on pourrait le voir. Et surtout qu'il y a un des investigateurs qui est dans l'auditoire, le professeur Armand, le docteur Armand Pétieux, donc vous pourriez avoir l'étude assez facilement, donc qui lui donne une bonne présence. Bien qu'il ne soit pas validé par l'OMS, je pense qu'il va pouvoir profiter de son étude pour rattraper son retard. Je pense que ce que le docteur Harrison lui refusait aussi, c'était la dose qui était, lui contestait, c'était les doses qui étaient faibles. Il considérait qu'il fallait augmenter les doses pour avoir une efficacité plus large, plus grande. Voilà. Donc, on passe à la suivante, s'il vous plaît. Donc, 2 aides pharmaceutiques, aujourd'hui, on s'engage dans quoi? Vous avez compris que le projet Pamoja, c'est quelque chose, c'est un de nos bébés on a formé en 2022 1100 personnes. On pense qu'on peut faire, avec l'appui de nos partenaires, en 2024, 2000 personnels de soins. On pourra former suivant la même thématique avec une cascade de formation. Donc, des formations des formateurs, puis les formateurs relais qui, eux, vont prendre le relais dans la matinée.
et qui pourra donc aboutir à 2000 patients. On espère aussi avoir une validation de nos supports, voilà, et mettre à disposition avec le partenariat tripartite et voir le ministère de la Santé, parce que je pense qu'il pourrait être aussi engagé pour mettre en place les antivenins dans les formations sanitaires à faible revenu, les plus soumises aux mensues de serpent. On va regarder la suivante, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est la complexité de la gestion des antivenins au Cameroun nous montre des grandes opportunités. En gros, bon, nous avons tous compris que l'envenimation, c'est un fléau. C'est un fléau contre lequel on a une incidence élevée, les accidents sont graves. Et on a vu que ça touche des travailleurs pauvres, des agriculteurs qui n'ont pas de voix, qui n'écoutent pas. De toute façon, quand on en parle, c'est déjà trop tard. Et donc, la disponibilité, c'était un challenge que nous pouvons relever aujourd'hui. Je pense que raisonnablement qu'on peut arriver à disponibiliser, avec l'appui du ministère de la Santé, on peut arriver à disponibiliser les antivenins dans les formations sanitaires les plus désireuses, celles qui ont le plus besoin d'antivenins, et on pourrait aller sur une forme de dotation. Ce n'est pas quelque chose qui peut être très difficile à faire, sachant que deux pharmaceutiques avaient pris l'engagement de reprendre les périmés avant la date et de les réutiliser. Donc, je pense que ce n'est pas un challenge qui est difficile à relever. À moyen terme, nous pensons qu'il est important donc, de travailler sur une approche plus d'instituts de recherche qui permettrait de consolider un peu, de conjuguer tous les efforts qui sont faits autour de l'envenimation dans un institut de recherche, quelque chose qui pourrait nous aider à assurer la meilleure qualité des médicaments, mais aussi à coordonner toutes les études, toutes les actions qui sont réalisées au niveau national. De mon point de vue aussi, de mon point de vue d'homme de terrain, ou de fabricant ou d'industriel, je pense qu'il ne faut pas inscrire la fabrication dans un projet à court terme, parce que alors, nous n'avons pas besoin de beaucoup de doses. On a besoin de 20 000 doses, 30 000 doses par an. Si on a une usine qui fonctionne 1 mois dans l'année, ou même 2 semaines dans l'année, je pense que on n'arrivera pas. Mais par contre, dans un partenariat avec le privé, c'est quelque chose qui peut s'ouvrir assez facilement. Je pense moi, je mettrais un délai de 3-4 ans, voire 5 ans pour avoir une industrie de fabrication, et c'est quelque chose qui est réellement réalisable. Donc, les opportunités, je pense qu'on en a avec cette complexité de la gestion des antivenins au Cameroun. L'accessibilité, c'est quelque chose qui est réaliste. La disponibilité, on l'a, et il faut la concrétiser. Les perspectives, comme je vous disais, oui, il faut regarder l'avenir avec beaucoup d'actions positives qui sont visibles. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on peut voir la suivante. Il y a également beaucoup de partenaires. Bon, c'est vrai que je fais du commerce dans une bonne partie de mon temps. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés dans ces moments difficiles. Donc, on a pensé quand même à leur faire un petit message comme ça. Merci, merci beaucoup, docteur. Merci pour cet exposé assez riche. Je rappelle qu'à la fin, je pense que le lien sera partagé donc pour tous qui aimeraient enrichir davantage, mais qui n'ont pas pu assister intégralement à la session de cet après-midi, pourront revoir tous les exposés. Et voilà. Je vais maintenant passer la parole au modérateur, le docteur Couettieu, qui va animer la session des questions-réponses. Docteur Amand, vous avez la parole. Doctor, I'm sorry, I have just about 10 minutes because I have to go in for a record. Anyway, during the presentation, we registered some questions over the chat, and some of them have been answered. Let me just run through for those who may still, those presenters who have received some questions. I think maybe all the questions of Professor Maria Jose were answered because I've seen Dr. JKC with some answers, but maybe they can still come back to them to have the large panel to get it. The first question by Jose Maria from that's in Costa Rica, yeah, of course, was whether all the patients beaten by DT have a coagulopathy. That means a blood clotting disorder. The answer given was yes, but this resolved very well. I think Dr. Ashangwa said it. And Elvis asked if there was some survey or study going on for the
manufacturing of antivenom in Cameroon. I think it was also answered. And the other question from Jose Maria still was, how often do you see infection in snake bite? And what are the criteria to administer antibiotics? I've not seen the answer for that question. And I think Dr. Asangwa can still go back to that. And Béranger Zéondoa from the South said it well, that maybe the underreporting and the health-seeking behavior may be the issue on low cases in the South. And Elvis Nikifova still came back from what does it explain that men are beaten more than women? These are the questions I've registered, and I think if they can also address it according to their point of presentation. Thank you. OK. Merci. Est-ce que pour certains, la plupart, j'imagine, comme Dr. Kochi vient de le dire, on l'avait répondu dans le chat, est-ce que chez les participants actuellement, on a de nouvelles questions auxquelles on peut répondre rapidement pendant que le docteur Armand exposait sur les réponses des premières questions proposées. La question est de savoir s'il en avait produit des antivenom, semble-t-il, à laquelle je pourrais répondre très laconiquement. Oui, il y a des essais qu'ils ont fait là-bas pour la production. Ils ont la capacité non utilisée de produire antiveineux, mais le processus, évidemment, est très coûteux. Ils doivent reprendre toute la chaîne de production pour y parvenir. Et de ce que le docteur Noumen a dit, les coûts de production seraient tellement élevés que peut-être ce ne sera pas aussi une entreprise co-efficace. De toute façon, le débat continue au niveau national. Il y a des réunions qui sont faites entre la navette et le ministère de la Santé pour une étude de faisabilité, je pense, qui a été planifiée pour 2024. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a plus, je pense que la session était très riche. Merci à tous nos experts. Merci à tous les participants. On va juste rappeler ici que la session a été enregistrée. Donc, je pense qu'il y a des modalités de partage de liens plus tard. Il y a une autre main qui est levée. Et essayez de poser la question dans le chat. On va vous répondre quand c'est possible. On a Donatien Nicolomania qui lève la main. Posez la question dans le chat. On va essayer de vous répondre d'ici la fin. Au final, on va résumer brièvement les communications de cet après-midi. Le docteur Tatiana a parlé de la faune diversifiée au Cameroun, l'université de la faune, l'université de Bénin aussi. Elle a parlé de la surveillance passive qui ne permet que de notifier qu'une très faible quantité de morsures de serpents, autour de 10 milliers de morsures de serpents qui sont notifiés pour 150 décès chaque année, et qui est très, très sous-estimé. Donc, des efforts devraient être faits là-dessus. Docteur Changwa a parlé des manifestations cliniques, des principales manifestations cliniques. Il a parlé des trois principaux syndromes que nous devons garder ici: hématotoxique dans les troubles de la trace sanguine, cytotoxique et neurotoxique. Il a parlé également de transférer très rapidement les malades dans les formations sanitaires pour qu'ils puissent bénéficier des examens cliniques rigoureux afin de pouvoir détecter des signes de toxicité systémique. Il a également partagé l'algorithme de prise en charge que vous pourrez encore regarder à travers le lien qui vous sera partagé. Le docteur Defac a parlé de toutes les formations qui ont été conduites dans le pays et qui ont mené la formation au plus près des acteurs de terrain pour être encore plus efficace en cas de morsure. Les différents experts ici ont souligné la nécessité d'agir très rapidement après une morsure toxique. Et enfin, le docteur Noumen nous a parlé de toute la problématique qui est liée à la disponibilité, à l'accessibilité des antivenins qui peuvent aller du tout payé 100%, en passant par les subventions à la gratuité. Juste pour rappeler qu'au Cameroun,
Le ministère de la Santé publique a souvent mis à disposition des séances gratuits dans le monde sanitaire. Et on a eu tendance, souvent par le passé, à privilégier les zones où on enregistrait une plus grande mortalité. Et ça, ceci est encore à évaluer parce que au fur et à mesure qu'on suivait, on renforce la surveillance, on a encore davantage de décès. Les décès ne sont peut-être pas liés ici au fait que la politique d'activité ne marche pas très très bien, mais peut-être plutôt lié au renforcement de la surveillance. Comme on l'a dit plus tôt, tous les décès, toute la morbidité liée à la morsure serpent est très sous-estimée. Je vais passer la parole à mon co-modérateur qui voulait dire une dernière chose avant de clôturer ce écho. Docteur Armand, vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne ferme? Vous avez la parole. Merci. Peut-être pour dire que les présentations étaient bonnes. C'est peut-être le timing qui nous a échappé. Et vraiment, c'était enrichissant. On pourra aussi communiquer avec les présentateurs en off. Mais déjà, certaines personnes pouvant assister ont demandé qu'on mette à leur disposition l'enregistrement. I think if that you have, exactly. Thank you. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup à mon co-modérateur, Dr. Armand Couture, qui est un consultant de renom à la matière. Vous pouvez continuer, pour ceux qui ont reçu le lien, vous pouvez le contacter directement, ainsi que tous les acteurs ici, les experts qui ont eu à présenter cet après-midi. Merci à tous et à très bientôt sur la plateforme ECHO. Bonsoir. Okay.